Donc, en un mot, vous êtes, donc je vous ai présenté comme appartenant à une association de bénévoles à Jeanne Garnier, mais vous êtes aussi responsable juridique et financier d'une agence de design, et vous m'expliquez que voilà, vous vivez entre ces deux mondes, hein, le monde de la logique, des chiffres, de l'efficacité, et puis le monde que vous avez découvert à Jeanne Garnier en accompagnant des personnes en fin de vie. Après donc un décès brutal et l'idée de pousser la porte de cette institution. Si je ne me trompe pas, ça fait 6 ans que vous êtes bénévole une journée par semaine à Jeanne Garnier. Et par ailleurs, vous intervenez également dans les écoles, les aumôneries pour parler de la fin de vie. Alors évidemment, c'est intéressant d'avoir votre regard de bénévole pour compléter un petit peu tout ce que nous a dit Frédéric Chaudier. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Véronique et je fais partie de l'équipe des bénévoles de la maison médicale. C'est par cette phrase que depuis maintenant plus de 6 ans, je vais à la rencontre des malades de la maison médicale Jeanne Garnier. Lorsque je dis que je fais de l'accompagnement en fin de vie, cela suscite quand même beaucoup de remarques et d'interrogations. J'entends régulièrement « Comment pouvez-vous faire ça ? Ça doit être très dur de voir les gens souffrir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Est-ce que les malades peuvent refuser de vous voir? » Et très souvent, les gens terminent par « C'est très beau ce que vous faites, mais moi je ne pourrais pas, je suis beaucoup trop sensible. » Parler du bénévolat d'accompagnement est compliqué parce qu'il ne peut pas se théoriser. Il est comme toutes les aventures humaines, il se vit au jour le jour, dans l'ici et le maintenant de la rencontre. Ici et maintenant, c'est d'ailleurs accompagner ici et maintenant. C'est le nom de notre association, AIM, auquel certains bénévoles sont parfois tentés de rajouter un E pour ensemble. M, donc, accompagner ici et maintenant ensemble. Tant il est vrai que cet accompagnement se fait également avec les soignants, se fait aussi avec les familles et surtout avec les malades eux-mêmes, puisque cet accompagnement ne se fera pas sans eux, sans leur volonté, sans leur consentement, implicite ou exprimé. Entre le bénévole et le malade, il n'y a pas une personne en bonne santé qui vient voir un malade. Il y a 2 personnes qui se rencontrent et qui vont partager un moment de vie. Je voudrais donc essayer de vous faire comprendre ce qui peut se vivre au chevet d'un malade. Et pour cela, j'ai choisi de vous raconter une de mes journées à la maison médicale. Alors évidemment, je vais vous faire un petit concentré de journée. Mais finalement, je m'aperçois que chaque temps que je passe à la maison médicale, qu'il soit calme ou qu'il soit très intense, c'est toujours un moment très particulier. Je suis bénévole le vendredi après-midi. Donc j'arrive à la maison médicale à 13h30 et je commence par une réunion d'équipe où les bénévoles du matin rencontrent ceux de l'après-midi pour un temps convivial autour d'un café et surtout un temps où nous allons confronter nos pratiques, nos expériences, les situations rencontrées, les difficultés. Si je vous parle de cette réunion, c'est qu'elle est pour nous essentielle. Elle nous rappelle d'abord que l'accompagnement ne s'improvise pas, qu'il a besoin d'une structure pour nous former, pour nous accompagner, nous aussi, et pour nous écouter. Elle nous rappelle aussi que nous ne sommes pas tout seuls auprès du lit du malade et que la présence de chacun est importante pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Plusieurs regards portés sur le malade, c'est aussi la possibilité d'en découvrir toutes les facettes, toute la complexité, c'est pouvoir l'accompagner au plus juste. C'est lui laisser aussi la possibilité de choisir celui qui va entendre ses paroles, d'en rejeter un, de rire avec l'autre. En un mot, c'est le laisser libre de choisir, de décider et d'être acteur de la rencontre le plus longtemps possible. Alors oui, faire de l'accompagnement en soins palliatifs, c'est d'abord accepter de ne pas maîtriser la rencontre. C'est accepter que les confidences d'un jour ne se renouvellent pas. C'est accepter d'être rejeté là où le suivant sera accueilli. C'est accepter de ne pas maîtriser. Lorsque je termine ma réunion d'équipe, je vais dans les services. Et là, j'ai toujours besoin d'un temps d'adaptation. Je fais le tour du service, je suis au premier étage à Saint-Joseph, je rencontre les soignants, je m'imprègne un peu de l'atmosphère qu'il y a, du temps. J'essaye de me vider l'esprit de ce que j'ai en tête, de mon quotidien personnel et professionnel, pour me rendre pleinement disponible à celui que je vais rencontrer.
Je vais vivre dans le temps d'ici, un temps où je serai, ou du moins j'essaierai d'être sans projet, sans jugement, sans projection. Un temps pour rencontrer l'autre là où il est et cheminer avec lui là où il a envie d'aller. À chaque fois que je pousse une porte, j'ai besoin d'un temps d'ajustement et aussi d'un peu d'audace. C'est pas très naturel de rentrer dans la chambre de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré et qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas de blouse de soignant, je n'ai pas de gestes techniques à poser, je n'ai pas d'histoire avec le malade. J'entre avec ce que je suis et quelquefois, je me sens un peu nue. Car même lorsque je rencontre un malade que je connais déjà, je dois m'adapter aussi à son évolution. La maladie a progressé, le malade a évolué, il n'est pas au même endroit que là où je l'ai vu la fois précédente. Je me demande toujours comment l'écouter, comment le comprendre malgré sa confusion, comment l'entendre malgré son silence, comment l'accueillir. Février 2011. Aujourd'hui, je vais rencontrer un nouveau malade. Un homme de 75 ans vient d'arriver avec sa femme, toute frêle, à côté de son mari. Le malade me serre la main avec un sourire. Il est grand, l'air très digne, attaché à garder le contrôle de lui-même, malgré la maladie. À peine hors de la chambre, la femme me demande à visiter la maison. Elle s'assoit sur un banc, épuisée. Je l'écoute me raconter le douloureux parcours qui les a amenés ici, les premiers symptômes, les rendez-vous chez le médecin, les nouveaux examens et le verdict final. Aucun protocole ne pourra marcher. La femme me raconte combien son mari se sent humilié de ne rien pouvoir faire, de devenir incontinent, de perdre les mots. Et je sais combien c'est important pour elle de nommer tout ce qui lui arrive, de me décrire les symptômes, leurs conséquences sur le corps de son mari, ce corps qui jusque-là n'avait jamais flanché. Elle semble vouloir me faire toucher du doigt les ravages de la maladie, les souffrances qu'il endure et qu'elle doit accompagner. Vous croyez qu'il sait ce qui va se passer ? Elle n'attend pas de réponse que je n'ai pas. Elle a juste besoin de dire à haute voix cette question qu'elle ne peut lui poser. Pour cette femme, prendre la décision de l'amener ici a été très difficile. C'était accepter qu'il n'y ait plus rien à faire. Le médecin lui a parlé de ce lieu où l'on accompagne jusqu'au bout. Mais maintenant qu'elle est là, elle me parle de ce choix qu'elle a l'impression d'avoir fait seule, sans dire clairement à son mari où il allait. Elle a l'impression de l'avoir trahi, et elle n'a personne à qui le dire. Avec sa fille, elle doit être forte. Devant moi, elle peut enfin pleurer, exprimer ses doutes et ses craintes, la douleur du choix et de la solitude, et ses larmes sont libératrices. Au bout d'une heure, elle serre chaleureusement ma main. « Merci pour ce que vous m'avez dit. » En fait, je n'ai rien dit. Et c'est souvent le cas. Parfois, je rencontre des personnes qui vont visiter des malades et qui me disent « Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Qu'est-ce que je peux lui dire ?» Et j'ai très souvent envie de lui dire « Ne dites rien. » Parfois, ne rien dire est une réponse. Les malades qui posent des questions, quand ils en posent, n'ont pas forcément besoin de répondre. Ils ont juste besoin de poser des questions. Parfois, leur permettre de pleurer, sans leur dire que ça ira mieux demain, parce que finalement, nous n'en savons rien. Leur permettre de dire leurs peurs, sans essayer tout de suite de les faire taire. L'écouter, parler de la mort, sans changer le sujet. Accepter le silence, sans vouloir le faire parler. Lui permettre d'exprimer sa colère, sans tenter de le raisonner. Janvier 2009. Monsieur B a 58 ans. Seul, très seul, depuis qu'il est arrivé à la maison médicale. Ses deux fils de 28 et 22 ans ne viennent pas le voir. Leur mère les a quittés quand ils étaient plus jeunes. Ils ont appris très tôt à se débrouiller seuls. Le plus grand s'occupe du plus jeune. Ils vivent loin de leur père depuis très longtemps, bien avant qu'il ne soit malade. Un déjeuner de temps en temps, un coup de téléphone de plus en plus espacé, l'apprentissage de l'indépendance. Je rencontre cet homme en grande colère. Puisque ses enfants ne viennent pas le voir, il va leur écrire. Il va leur dire ce qu'il pense d'eux, de leur ingratitude, de leur égoïsme. Il me parle, il choisit des mots durs, violents, très accusateurs, qui laissent à voir la solitude et l'abandon dans lequel cet homme se trouve. Face à lui, je ne dis rien, il n'attend rien de moi, si ce n'est une oreille pour l'écouter,
et l'occasion de s'exprimer. Au bout d'un temps, les mots se calment, il se tait, la colère s'apaise. En entendant ses propres mots, il en aperçut probablement la violence. Il a pu imaginer ses enfants en train de les lire. Il ouvre son tiroir, sort quelques photos, les regarde et me les tend. Celui-là, me dit-il, c'est le plus jeune. Il joue de la guitare comme moi. Il est bien jeune pour vivre ça. Cet homme n'écrira pas cette lettre, parce qu'il a pu dire, être écouté, être entendu, se calmer, être apaisé. Parfois, certains malades que je rencontre ont simplement envie d'être dans la vie, d'oublier où ils sont et pourquoi ils y sont, et de vivre comme ils ont toujours été. Égoïstes, altruistes, intellectuels, séducteurs, solitaires. Ils prennent la vie comme elle est et comme ils l'ont toujours pris. Auprès d'eux, j'apprends souvent à apprécier l'instant, à goûter le bon, à m'émerveiller du beau, à retrouver le plaisir des choses simples, le bruit du vent, l'air, manger, boire. C'est comme si pour certains, en fin de vie, les derniers moments étaient vraiment... Le plaisir était décuplé dans ces cas-là. Juin 2014. Dans le jardin, un homme d'une soixantaine d'années est assis sur un banc, penché en avant, une cigarette à la main. Il a les doigts jaunes de celui qui a trop fumé et le teint gris de celui qui le paye. Il me propose de m'asseoir à côté de lui et me demande l'heure. Il attend son fils et son frère qui n'arrivent pas. Il me parle de ce temps dehors, quand ils sortent, quand ils vont au bistrot, quand ils vont boire un verre, qu'ils regardent les gens passer. Dans la vraie vie, me dit-il. La vraie vie où il y a les femmes, les enfants, même ceux qui sont mal élevés parce qu'ils me regardent dans mon fauteuil roulant. Mais là-bas, c'est la vraie vie. Il se rassoit, pose sa cigarette et il me dit, en me montrant son poumon, il me dit en tout cas, j'espère que tout ce bordel que j'ai là va me laisser tranquille jusqu'au 13 juillet. Après, je m'en fous, mais pas avant le 13 juillet. Et alors que je l'interroge sur la signification de cette date, le 13 juillet, il me regarde l'air sidéré et il éclate de rire. Il me dit, tu sais pas ce que c'est que le 13 juillet ? C'est la finale de la Coupe du Monde de foot. Et il reprend sa cigarette et avec un grand sourire, il tire sur sa cigarette. Cet homme sait qu'il est condamné, que ses jours sont comptés. Mais ce qui comptait pour lui, c'était d'être dehors, de fumer sa cigarette et d'attendre la finale de la Coupe du Monde. Dans ces rencontres que je viens de vous partager, les mots ont un sens. Les phrases s'enchaînent, compréhensibles par tous. Mais parfois, nous sommes amenés à accompagner la confusion. Accompagner une personne confuse est parfois inquiétant et souvent déstabilisant. Et ça fait un peu peur. Pourtant, il me semble que nous avons tous quelque chose à apprendre de cette confusion. La laisser s'exprimer, ne pas tenter forcément d'y entrer, mais ne pas vouloir non plus la corriger, peut permettre de créer un espace de rencontre et de relation. Alors c'est vrai, les mots n'auront pas leur sens habituel, les phrases nous surprendront, nous serons bousculés, hésitants, mais la relation se fera dans les rires ou dans les larmes, dans l'incompréhension de part et d'autre, à l'aide de mots qui peuvent libérer. Juin 2009. Monsieur F m'accueille avec un grand sourire et m'interpelle dès l'entrée. « Ah, vous allez pouvoir m'aider, je cherche à mettre le feu à mes excréments. » Alors que je l'interroge sur la raison de ce projet, il me répond avec une implacable logique pour effacer la trace du méfait. Heureusement, il abandonne de lui-même cette idée et m'invite à m'asseoir. Il me regarde, semble surpris de me voir assise là, regarde la télévision, se tait. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. Il me demande quelques verres d'eau, et puis plus rien. Au bout d'un moment, je m'apprête à le quitter, ne comprenant plus, n'étant pas tout à fait ajustée avec ma présence à côté de lui. Et il me regarde et il me dit « Mais vous êtes là pour accompagner des gens, non ?» Alors je dis « Oui ». Il me dit « Vous avez à côté de vous un vieux monsieur qui perd la tête et vous allez m'abandonner ?» Je me rassois. Je me rassois et j'écoute cet homme que les équipes soignantes s'accordent à qualifier de très très confus. Me parler de sa femme qui est malade et qui ne peut venir le voir, de son fils qui travaille trop. Beaucoup de mots sans interruption, puis le silence s'installe à nouveau.
L'homme me sourit et me montre un petit carton qui est sur sa table et me tend son téléphone. « Est-ce que vous voulez appeler mon fils ?» Il me demande de composer le numéro. J'assiste alors à une conversation dont je n'entends qu'une voix. « C'est toi mon fils ? C'est ton vieux père. Figure-toi que je t'appelle grâce à une charmante dame qui m'a prêté son téléphone. Elle m'a ramassé dans la rue. Si, tu sais, grâce au carton que tu m'as donné avec les numéros de téléphone. Eh bien, j'étais dans la rue. Tu te souviens, je voulais me suicider. Elle m'a ramassé. Oui, dans la rue. Or, on a eu beaucoup de chance. » J'essaye d'imaginer la tête de l'interlocuteur. J'hésite à intervenir, je m'inquiète pour le fils. Comme s'il le sentait, le père propose à son fils de me remercier et il me tend le téléphone. Quelques mots suffisent. « Mon père est de plus en plus confus », me dit le fils, et il raccroche après m'avoir remercié d'être là. Certes, son père est très confus. Mais peut-être y avait-il quelque chose à entendre dans tout ce qu'il a pu dire, a besoin de parler, l'expression d'une souffrance ou d'une solitude. En fin de vie, il y a ceux qui perdent le sens des mots et ceux qui perdent la mémoire. Là aussi, l'accompagnement demande un ajustement permanent et met souvent les familles en grande difficulté. Comment reconnaître l'être aimé lorsqu'il ne vous reconnaît plus, lorsque vos souvenirs ne sont plus les siens? Que reste-t-il à partager si ce n'est le temps qui passe? Juillet 2008. Cet homme est désemparé. Assis sur le banc, en attendant la fin des soins, il me partage ses questionnements. Sa mère est atteinte de la maladie de l'Alzheimer et il ne sait pas vraiment où elle en est, ni ce qu'elle comprend. Quand on n'a ni passé ni futur, vous pensez que ça a du sens de savoir que c'est la fin? Je ne sais pas ce que je dois lui dire. Si jamais elle ne sait pas, c'est mieux pour elle, non? Il me questionne sans attendre vraiment de réponse, mais n'a pas l'air tout à fait sûr de cette option. Seul auprès de sa mère depuis déjà 3 semaines, il partage avec elle ses fragments de lucidité dans le maintenant de sa mémoire. Il se sent bien auprès d'elle. Et pourtant, il évoque son tiraillement entre un souhait de la laisser tranquille, partir le plus sereinement possible, sans angoisse de la mort, et l'impression de feutrer de ne pas être au plus juste dans sa relation avec elle. Est-ce le temps et le lieu pour faire comme si tout allait bien, comme si demain était un autre jour, comme s'il n'y avait pas de fin à cette histoire? Peut-être qu'elle le sait et qu'elle veut me protéger, me dit-il. Ce n'est jamais très simple de savoir qui accompagne et qui protège. Cet homme tente de trouver sa juste place, au plus près de sa mère, dans le respect de leur mode de relation qu'ils ont mis en place depuis plus de 60 ans, et avec un peu une peur de passer à côté d'un espace de parole en vérité. Nous avons toujours été très pudiques dans la famille, me dit-il. Accompagner en fin de vie, c'est aussi apprendre à accompagner en silence. Ce silence que nous avons tous appris à redouter, à combler dès qu'il se présente. Un ange passe, quelle terreur! Dans ces moments, l'accompagnement demande une disponibilité encore plus intense, une acuité de tous les sens pour percevoir ce qui ne se dit pas, être en éveil, attentif à chaque signe, à chaque mouvement, à chaque soupir. Rester près de l'autre parce qu'il ne peut plus parler, ou parce qu'il n'en a pas envie, mais que cette présence va l'apaiser. Rester avec l'autre dans le silence, un moment tellement intime finalement. Février 2013. Une infirmière vient me chercher pour rester auprès d'un malade qui vient d'arriver. Il est très agité, a un regard angoissé, ça m'ennuie de le laisser seul. On va passer pour faire les soins, mais est-ce que tu peux rester à côté de lui? En entrant dans la chambre, je prends le relais de 2 soignants qui étaient auprès de lui. Je regarde cet homme que l'on me confie pour quelque temps. Il a un visage lisse, mais le front crispé. Je me présente, m'approche de lui. Ses yeux sont entr'ouverts, mais je n'arrive pas à capter son regard. Alors je pose ma main sur son épaule pour tenter de lui faire prendre conscience de ma présence et m'assois près de lui. Je lui parle un peu, juste quelques mots. Pour l'assurer de notre attention, lui dire que je vais rester là
et que chacun ici va prendre soin de lui. Puis je pose ma main près de la sienne. Il me semble qu'un de ses yeux me voit, son regard est plus habité. Lentement, je me mets à son rythme, dans son temps, le temps du silence, le temps de l'attente. Sa respiration, saccadée au début, se calme peu à peu. Sa ride du front disparaît. Je ne sais pas qui, du calmant ou du bénévole, provoque cette détente, mais peu importe. Dans tous les cas, être près de lui a un sens. Peu à peu, j'apprivoise son physique, son environnement, des journaux sur la table. Je reviens à lui. Parfois, ses yeux semblent me voir, parfois non. Je cherche sa respiration, puis je la perds. Pause respiratoire, silence, puis il reprend dans une longue inspiration et retrouve son rythme régulier. Je ne sais pas vraiment où il est sur ce chemin si mystérieux de la fin de vie. Tout bas, je me rappelle à lui, vous n'êtes pas tout seul. Quelque temps plus tard, une infirmière entre pour faire les soins. Il est temps de laisser ma place. Mais au moment où je lui serre la main pour lui dire au revoir, il fait un mouvement brusque. L'infirmière sourit. Tu vois, il ne veut pas que tu partes. Je le regarde, je ne sais que penser, mais dans le doute, je reste. Dans le silence de part et d'autre de ce lit, l'infirmière et moi tenons chacune une main de cet homme, de pause en pause, de silence en silence. Le temps s'écoule, lentement, un dernier souffle, et puis plus rien. Nous restons toutes les deux dans ce silence maintenant total, à le regarder, à tenir sa main. C'est un moment mystérieux. Je quitte la chambre après un dernier au revoir à cet homme dont je n'aurais jamais entendu la voix, et un merci à l'infirmière pour avoir été là, pour m'avoir accompagnée moi aussi, et avoir partagé ce temps singulier avec moi, dans le silence. À la maison médicale, la mort fait partie de la vie. La mort que nous tentons d'accompagner, avec sa violence, sa part de souffrance, de déchirement, d'injustice, et sa part de mystère qui nous échappe. La mort qui peut se dire, dont on peut enfin parler. La mort de celui qui la souhaite et qui demande qu'on l'aide à mourir, prendre le temps de l'écouter, tenter d'en comprendre les raisons profondes, peur de souffrir, peur de l'abandon, de ne pas être entendu, d'être une charge, essayer d'apaiser ses peurs, trouver parfois des réponses, peut faire tomber une demande d'euthanasie. Prendre le temps d'écouter cette femme qui me dit « je n'en peux plus, c'est trop long, je veux mourir », mais qui rajoute juste après « mais vous allez quand même pas me tuer ». Ou cette autre qui me confie gaiement qu'elle sait très bien qu'elle va mourir parce que son médecin lui a dit clairement où elle en était, mais qu'elle aime tellement la vie qu'elle ne peut pas s'empêcher de vivre comme si elle était immortelle. Prendre le temps d'écouter cet homme qui a besoin de savoir exactement comment ça va se passer, au moment où, et qui a besoin d'entendre les soignants tous les jours lui expliquer et le rassurer de leur présence. Pouvoir mettre des mots aussi sur la mort de quelqu'un qu'on redoute, celle de celui qu'on accompagne, comme ces trois sœurs qui peuvent enfin s'envouer leur angoisse à l'idée d'être là quand leur père mourra et leur crainte de ne pas y être et qu'il parte tout seul. Comme cette mère qui tient la main de son enfant et qui crie sa révolte de n'être pas à sa place. Comme cette jeune femme terrifiée qui me demande de l'accompagner dans la chambre de sa mère décédée parce qu'elle n'a jamais vu un mort de toute sa vie. La mort violente, scandaleuse, qui bouscule à chaque fois, libératrice parfois, déchirante, mais toujours questionnante. Parce que parler de la mort, c'est aussi questionner l'après, et que face à ce mystère, croyant, agnostique ou athée, chacun confronte sa foi, sa raison, ses doutes, ses peurs et son histoire, à la recherche d'une réponse aidante. Vers un néant ou vers un amour plus grand, nous assistons à ce chemin qui se parcourt avec ce que nous sommes, furtifs témoins d'une histoire que nous accompagnons parfois jusqu'à la fin. À la maison médicale, accompagner la fin de vie va jusqu'à accompagner le mort, jusqu'au départ de son corps, tête découverte, vers la chambre mortuaire, et entourer les familles, recueillir leurs larmes, leurs tristesses, leurs questions,
et parfois leur merci. Être bénévole en fin de vie, c'est prendre le risque de l'attachement. C'est savoir que l'on peut être touché, ému, fragilisé. Et pour cela, c'est apprendre à connaître ses limites. Nous avons tous des situations qui nous mettent en difficulté. Pour certains, ce seront les corps abîmés. Pour d'autres, ce seront les odeurs. Pour d'autres encore, la violence ou la confusion. Pour moi, c'est la jeunesse. Accompagner les jeunes qui ont l'âge de mes enfants et celui de leur mère qui pourrait être moi. Avoir la liberté de laisser un autre bénévole auprès d'eux, c'est prendre soin de moi et prendre soin de cette famille et la protéger de ma souffrance et de mes émotions. Il m'est précieux de savoir qu'un autre bénévole saura être là, à côté d'eux, pour pouvoir les accompagner. J'ai choisi ce bénévolat il y a quelques années pour aider des malades à exprimer leur tristesse et leur peur. Et j'espère y arriver. J'ai découvert aussi qu'ils m'offraient leur joie et leur amour de la vie. J'ai cru important d'aller rompre le silence dans lequel certaines personnes se retrouvent et leur isolement. J'ai découvert aussi la richesse de ce silence et de tout ce qui pouvait s'y dire. Je suis arrivée à la maison médicale en m'imaginant côtoyer la mort à chaque instant. Et j'y suis aujourd'hui parce qu'elle me plonge dans un concentré de vie chaque semaine. J'ai pensé vivre chaque rencontre dans la gravité et l'intensité, et je partage aussi de merveilleux moments de rire et de légèreté. J'ai choisi ce bénévolat pour la relation unique et individuelle que j'allais tisser avec les malades, et je m'aperçois que je m'enrichis chaque semaine du rapport avec les bénévoles et de l'accueil de l'équipe des soignants. Comme vous le voyez, les raisons qui m'ont amené à faire du bénévolat en soins palliatifs ne sont pas seulement celles qui m'y font rester aujourd'hui. Je dirais que ce bénévolat m'a appris à être pleinement dans le moment présent. Il m'a appris à écouter, sans jugement ni projet, à accepter que le choix de l'autre ne soit pas le mien, à accepter de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Il m'a appris à me taire quand les mots n'étaient pas nécessaires, à être créative pour m'adapter à chaque situation rencontrée. Il m'a appris à accepter ma propre vulnérabilité pour accepter et accueillir celle de l'autre. Finalement, cette présence auprès des malades en fin de vie m'a appris à mieux vivre au quotidien. Et comme le disait Cicely Saunders, une des pionnières des soins palliatifs, après Jeanne Garnier quand même, tôt ou tard, tous ceux qui assistent les mourants découvrent face à leur endurance et à leur courage, et souvent même à leur humour, qu'ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Cela, nous devons leur dire, ils nous apprennent à être de plus en plus humains. Je vous remercie.